Culture, patrimoine, langue niçoise, nous en parlons tout de suite avec notre invité sur le plateau de Face à Face, Jean-Luc Gague, conseiller municipal à Nice. Et soyez donc les bienvenus sur le plateau de votre émission d'entretien et d'opinion sur Azur TV. Comme je vous le disais, nous allons nous plonger dans la culture, le patrimoine, l'histoire de la ville de Nice. Nous allons parler théâtre également et puis parler niçois parce que beaucoup de gens à Nice apprennent le niçois dans les universités, dans les lycées, dans les écoles primaires. C'est important. Nous parlerons aussi littérature. Jean-Luc Gague, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Nicolas. Je le disais tout à l'heure, ce sont les questions que vous traitez au quotidien pour la mairie de Nice puisque vous êtes conseiller municipal. L'actualité, vous étiez l'invité de notre journal, c'est bien entendu cette immense rétrospective consacrée à Ernest Pignon. Ernest, un artiste que l'on ne présente plus, artiste engagé, artiste pionnier de l'art urbain et surtout artiste niçois. Oui, c'est pas la qualité majeure, mais c'en est une. Pour nous, oui, c'en est une, disons-le. Surtout qu'il le revendique, il affirme sa niçardité, effectivement. Et je crois que c'est l'auteur majeur, effectivement, un des auteurs majeurs niçois, un des artistes majeurs niçois. Alors, on va s'attacher quand même pendant quelques minutes à parler de cette grande rétrospective qui est absolument fantastique. On va pouvoir la découvrir tout l'été du côté du Mamac. Oui. Une rétrospective des plus classiques, entre guillemets, où quand je dis classique, c'est qu'on a l'habitude d'aller dans un musée pour observer, regarder, s'imprégner d'une rétrospective. On voit ces images d'ailleurs, 400 œuvres. Et surtout, je voudrais qu'on commence avec ça, cette idée qui a germé dans la tête d'Ernest Pignon-Ernest de s'installer à l'abbaye de Saint-Pons. Ça sera l'occasion aussi pour le public de redécouvrir ce lieu qui était fermé depuis quelques années. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet accrochage que très peu de gens ont découvert pour le moment? C'est absolument extraordinaire. Il y a d'abord... voilà, ce sont des images directement de l'abbaye. Il y a d'abord des jeux de lumière, vous voyez, sur des papiers roulés, effectivement, sur un miroir d'eau. Une mise en scène par Ernest Pignon-Ernest lui-même, de sa lumière, de l'implantation de ses œuvres, dans le volume de l'abbaye de Saint-Pons, abbaye millénaire, je le rappelle, j'expliquais tout à l'heure, je crois qu'il y a une fusion totale entre l'œuvre elle-même, la mise en scène de l'œuvre et le lieu qui accueille l'œuvre, c'est-à-dire on est sur une exposition qui est profondément spirituelle. Ça s'imposait de laisser libre cours à Ernest Pignon-Ernest dans le choix, par exemple, de l'abbaye. Il aurait pu choisir autre chose, mais ça faisait partie du projet aussi de se dire, allez, on va lui laisser les clés, entre guillemets, de l'organisation, parce que toutes les équipes du Mamac, Rebecca François, Hélène Guenin, tout le monde a participé à ça, mais il fallait que lui s'investisse aussi. Il fallait que lui adhère au projet. L'idée d'utiliser un lieu qui n'est plus ouvert au public depuis quelque temps pour une exposition aussi extraordinaire que celle-ci, c'était un véritable choix artistique aussi, auquel il a évidemment adhéré et je crois qu'il met le lieu en valeur de la même manière que le lieu met en lumière, d'une certaine manière, son œuvre aussi. Alors, c'est assez rare d'avoir la chance de côtoyer un artiste de cette trempe-là, parce qu'on le sait, beaucoup accèdent à la postérité, évidemment, après la mort. Lui, il est véritablement fondateur dans son domaine. Depuis plus de 40 ans qu'il travaille, qu'il intervient en milieu urbain. Il a inspiré les graffeurs, les artistes contemporains. Banksy, on le disait tout à l'heure dans le journal, qui est aujourd'hui le mystère ultime dans l'art contemporain, puisque c'est ce graffeur, plasticien qui intervient dans la rue que personne ne connaît. Des bouts de mur sur lesquels il travaille se vendent des centaines et des centaines de milliers d'euros. Donc on a affaire véritablement à quelqu'un qui a lancé un courant. Il a lancé un courant. Et plus que ça, Oui, ça va au-delà de ça. Il y a une véritable identification, une capacité de reconnaissance. Et pour enseigner en collège, je vous avoue que j'utilise régulièrement, et même certains manuels scolaires proposent les œuvres d'Ernest Pignon, pour valoriser, pour permettre aux élèves de comprendre l'art, d'aller au-delà de la première impression, de comprendre comment l'art peut s'intégrer dans la vie quotidienne, peut s'intégrer dans la rue.
l'œuvre d'Ernest Pignon-Ernest, au-delà de l'œuvre artistique, est aussi une œuvre pédagogique, à mon sens. Tout à fait pédagogique et engagée parce qu'on le sait, très proche du Parti communiste. On reviendra d'ailleurs sur la dimension politique tout à l'heure, mais souvent du côté des opprimés. 1974, quand la ville de Nice devient jumelle de celle du Cap, l'apartheid est encore en place en Afrique du Sud. Lui, il prend position. Il y a aussi toute cette dimension politique dans l'œuvre d'Ernest Pignon-Ernest. Il est toujours resté fidèle à ses idéaux finalement. Moi, ce que je trouve formidable, c'est qu'on arrive à accueillir aujourd'hui quelqu'un dont les idéaux politiques, effectivement, semblent a priori assez éloignés, opposés, oui, éloignés, dirons-nous, de la municipalité actuelle. Pour autant, je crois que c'est toute la noblesse du politique que d'ouvrir son esprit, d'ouvrir ses portes à tous, et de rendre accessible l'art sous toutes ses formes, et même a priori à ceux qui ne pensent pas toujours comme nous, encore que je crois que l'humanité d'Ernest Pignon va au-delà d'une appartenance politique. Bien sûr, et puis le dialogue, justement, doit s'imposer. On le voit, il est très compliqué en ce moment au plus haut sommet de l'État entre les syndicats et le gouvernement. C'est vrai que l'artiste, il a aussi cette vocation-là de dialoguer, de profiter des fenêtres qui lui sont offertes. Et puis, Ernest Pignon-Ernest est chez lui, ici, à Nice. Oui. L'écrin de l'abbaye de Saint-Pons, l'écrin du Mamac, ça ne se refuse pas. Alors, et je crois qu'il n'a jamais été question de ça, d'ailleurs. Non, effectivement. Moi, ce qui m'apparaît plus clairement, c'est qu'en cette journée de Brexit, en ces journées où certaines catégories de Français s'opposent, où le gouvernement et les syndicats s'opposent, j'ai l'impression que tout ce qui peut nous rassembler est fondamental. Et pourquoi n'essayerions-nous pas, nous tous ensemble, c'est un peu utopique, mais d'essayer plutôt de voir ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et je crois que c'est bien toute la faculté de l'art et de la culture que de rassembler. Alors on va dire un mot de l'été parce qu'on le disait tout à l'heure, chaque été, maintenant, c'est une tradition, il y a une grosse exposition d'art qui est proposée sur la ville de Nice. On a eu Matisse, on a eu cet accrochage immense, j'allais dire, ce communisme des musées. C'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit, mais c'est pour faire un peu de provocation volontaire. Mais en tout cas, cette grande synergie des musées niçois autour de la promenade des Anglais. On prépare aussi une grande exposition sur les écoles de Nice, les écoles artistiques, les écoles culinaires, les écoles théâtrales. On verra un petit peu vers où part cette thématique des écoles niçoises. L'été, c'est une période stratégique aussi pour le patrimoine de la culture à Nice. Alors, oui, parce que on a toujours tendance à assimiler patrimoine et culture comme quelque chose qui forcément n'attire pas le plus grand nombre. Paradoxalement, l'été est à Nice la période où nous avons le plus de touristes. Alors ce que nous souhaitons nous faire, c'est bien mettre en évidence le fait que le patrimoine est un outil d'attractivité pour le touriste aussi. Mais je crois que les visites, de toute façon, du centre du patrimoine affichent complet durant l'été. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance peut-être à penser dans l'inconscient collectif que le patrimoine est un peu rébarbatif, mais dans toutes les villes du monde, c'est la première chose que font les touristes. Et quand on a une histoire chargée, comme la Côte d'Azur, comme Nice, les visites du centre du patrimoine, le Nice de la Belle Époque, le Vieux Nice, il y a le Nice littéraire aussi, je crois, avec Nice des écrivains, visites des écrivains. Donc voilà, tout ça. Et puis on a une architecture bien particulière, l'architecture baroque. Exactement. On a une histoire tout à fait spécifique qui nous a éloignés de la France pendant 450 ans. La Savoie, le Turin, la France. Donc pourquoi aujourd'hui n'utiliserions-nous pas cela comme un outil d'attractivité ? Eh bien c'est ce que nous faisons effectivement. Et c'est le projet que nous menons justement à Saint-François. Je vais vous parler de Saint-François parce que c'est je crois un projet emblématique. C'est le palais communal. Exactement, de ce que peut-être. Dans le Vieux-Nice. Un lieu emblématique. Place Saint-François, donc place des pêcheurs, cette place carrée sous laquelle il y avait un cimetière franciscain qui jouxte sur laquelle est installé le palais communal, l'église des franciscains, le couvent, la tour Saint-François. Je crois que le projet que nous menons actuellement, qui serait de faire une maison de Nice et de son comté dans tous ces espaces-là, a vocation à séduire non seulement les Niçois eux-mêmes qui vont découvrir et redécouvrir leur cité, les historiens,
et les touristes plus largement, et tous les amoureux de culture. Alors c'est vrai qu'on a déjà inauguré les façades Oui. de ce palais communal. Au mois de mai, Il y a un vrai projet aussi pour l'intérieur, parce qu'il y a du travail, il y a du pain sur la planche, mais ça fait partie de la volonté de rouvrir, Oui. de rouvrir tous ces lieux. Oui, oui, nous allons y aller par tranche. Nous sommes en train de lancer toutes les études et tout ceci se fait en partenariat avec les services de l'État, puisque étant dans un secteur sauvegardé et certaines parties des bâtiments étant partiellement classés ou inscrits, il nous appartient de travailler avec le service régional d'archéologie, avec les monuments historiques, avec l'architecte des bâtiments de France. Donc tout ce que nous faisons nécessite une collégialité, une réflexion commune pour arriver au but que nous poursuivons tous, c'est redonner à ces bâtiments une authenticité, une valeur, une visibilité, une légitimité historique. On parlait du Centre du patrimoine et de ses visites, il y a des projets aussi pour faire évoluer le concept. Bien sûr, ce que nous envisageons justement, et nous avons commencé déjà à organiser quelques visites pour les associatifs niçois du palais communal, de l'église et du couvent. De la même manière, nous allons les ouvrir au public en octobre et novembre par le Centre du patrimoine pour que les Niçois découvrent ce lieu qu'ils n'ont plus vu depuis des dizaines d'années à l'intérieur, avant même que nous commencions les travaux. Voilà, donc c'est aussi une façon d'impliquer les citoyens dans leur patrimoine, dans ce qui va se passer, Oui. Tout simplement pour avoir un œil avant et après, c'est aussi important de se C'est un moyen de faire en sorte que les Niçois se réapproprient leur lieu, leur chez eux, d'une certaine manière, en comprenant l'état qui est celui de ces bâtiments aujourd'hui, en participant à l'élaboration et en nous acceptant toutes les propositions pour cette maison de Nice et de son comté, de manière à ce que chacun puisse petit à petit véritablement se sentir pleinement chez lui dans ces lieux. Alors, juste un mot d'une petite polémique qui a enflé, mais sur le couvent de la Visitation, parce qu'on parle d'un projet d'hôtel de luxe sur site. Évidemment, ça fait réagir, puisque c'est un couvent là aussi très ancien. On parle de destruction du patrimoine. Est-ce que vous avez fait assez de pédagogie sur ce projet pour expliquer ce qui va se passer? On a l'impression qu'on a peu d'informations sur le sujet. Ce qui va se passer, c'est simplement une mise en valeur du lieu, paradoxalement. Vous y veillez, vous garantissez que le lieu sera mis en valeur? Le conservateur régional des monuments historiques y veille. L'architecte des bâtiments de France y veille. Donc, quand bien même on nous prêterait de mauvaises intentions, c'est totalement impossible. Nous sommes en secteur sauvegardé sur des bâtiments qui sont exactement sous la vigilance de tous ceux qui ont la connaissance du lieu. Et évidemment, faire de la pédagogie aussi sur ce qui va se passer, vous allez informer. Absolument, c'est ce que nous essayons de faire sur le palais communal et les bâtiments adjacents, c'est ce que nous voulons faire avec le château, c'est ce que nous essayons de faire sur tous les projets qui touchent au cœur les Niçois, c'est-à-dire nous essayons de mieux faire comprendre. À ce titre d'ailleurs, j'invite les Niçois à aller voir l'exposition sur le château jusqu'à fin juillet, qui est au Forum d'urbanisme, pour mieux comprendre, pour mieux connaître, pour faire des rénovations. Absolument. Pour mieux comprendre, pour mieux connaître, pour faire des propositions, pour émettre des suggestions. Rien n'est figé. Ce que nous voulons véritablement, c'est qu'on mène ces projets de front en recueillant l'assentiment de tous dans le respect du lieu et dans le respect de ce que les Niçois ont au cœur. Le théâtre. C'est une partie très importante de votre vie, à la fois professionnelle, privée aussi, et d'élu, puisque ça fait partie de vos délégations. D'abord un mot de façon globale. À Nice, on a un terreau quand même de théâtre privé, public, théâtres municipaux, assez exceptionnel. On a un vivier de comédiens, de troupes, de lieux que peu de villes ont. Il faut quand même bien le dire. Nous avons un centre dramatique national, donc le TNN, dirigé par Irina Brouk. Qui est le bateau amiral. Le bateau amiral, qui est un bâtiment national. Nous avons, qui est d'ailleurs le théâtre le plus fréquenté de province, enfin le théâtre national le plus... Nous avons ensuite le théâtre municipal Francis Gag, qui est le théâtre par excellence, notre théâtre de ville, entre guillemets. Nous avons le théâtre de la Tour, qui est un peu plus petit, mais qui est aussi un théâtre municipal. Et puis à côté, nous avons une vingtaine de théâtres privés, du plus petit au plus grand, et qui accueillent toute forme de spectacle. Et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est la diversité, la richesse et l'ambition de tous ces lieux, puisque... en gros 25 lieux de théâtre à Nice, 40 troupes professionnelles, au moins le double de troupes amateurs, des ateliers,
Je crois que véritablement, nous sommes une terre de théâtre. Là, vous parliez de pédagogie tout à l'heure. Eh bien, peut-être nous appartient-il de faire davantage œuvre de pédagogie. Alors, c'est vrai qu'on a, nos téléspectateurs le savent, consacré beaucoup de reportages au théâtre chaque semaine, puisque on est en partenariat avec la Fédération des théâtres niçois. Pas de problème de fréquentation, ou très peu. Il y a un vrai public, vous le disiez, à Nice. Et ça, c'est quelque chose qu'on souligne assez peu. On peut toujours mieux faire, je suis d'accord. Mais bon, c'est quand même assez impressionnant. Il y a un véritable public, il y a un véritable talent, il y a un véritable réseau de salles. Si j'avais un souhait à émettre, ce serait que nous amenions davantage de jeunes dans les théâtres. Les jeunes vont volontiers au cinéma, les jeunes vont volontiers voir des concerts de musique actuels par exemple. J'ai à cœur d'amener les jeunes au théâtre aussi et davantage encore qu'aujourd'hui. Alors, un mot de votre troupe. La troupe du théâtre niçois de Francis Gag, c'est l'affiliation, hein, c'est votre famille, Francis Gag. On va peut-être plus prendre la peine de le présenter puisque c'est le maître du théâtre niçois, en tout cas du théâtre tout court et du théâtre niçois, parce que cette dimension de la langue, cette dimension du patrimoine a toujours été présente dans son œuvre. Aujourd'hui, cette troupe, sa mission, c'est de suivre la tradition familiale en essayant d'y apporter aussi une touche actuelle. La première mission, c'était d'abord de survivre à la mort de Francis Gag. Oui, ça c'était déjà un beau défi. C'était pas gagné. Il nous a quittés en 1988. Donc la question, c'était est-ce que le public viendra quand même voir des pièces dans lesquelles il ne joue plus ? Donc manifestement, c'est le cas, puisque nous accueillons tous les ans en gros 3000 spectateurs, rien qu'à Nice. La deuxième étape, c'était de dire que pour que le public continue à venir voir des pièces de théâtre en niçois, il fallait que nous nous renouvelions et qu'on ne reste pas seulement sur des pièces du répertoire traditionnel. Et il a fallu créer, et donc depuis 1996, donc depuis 20 ans, nous avons créé 18 ou 19 pièces nouvelles avec cette troupe. Exactement, et énormément de spectateurs, vous me dites si les chiffres sont bons, mais presque 4000 hein, oui, par an. Oui, mais c'est quand même... impressionnant, j'allais dire, parce que c'est du théâtre en niçois. Donc amateur d'abord. Amateur. Et en langue régionale. Et en langue régionale. Donc c'est pas évident comme défi, même si on sait que les racines à Nice, les racines subsistent. Hein. Oui, il y a une autre raison, à mon avis, à la réussite, c'est le fait que nous avons rajeuni la troupe. Donc si vous rajeunissez la troupe, vous rajeunissez le public, premièrement. Et deuxièmement, nous intégrons dans nos créations une partie de langue française aussi, oui, pour faciliter l'accessibilité du spectacle à tous et ne pas nous limiter à une langue niçoise pure et dure, certes légitime, mais qui, aujourd'hui, nous le savons, n'est plus comprise parfaitement par tous. Quand on regarde d'ailleurs le petit pitch de présentation de Nice et Bella, par exemple, une des pièces que vous avez montées, parler niçois au XXIe siècle, est-ce bien sérieux ? C'est la question d'accroche. Donc ça veut dire qu'on a aussi un pied dans les temps actuels. C'est un peu pour prendre le contre-pied de cette image un peu poussiéreuse qu'on pourrait avoir du patrimoine, on en parlait tout à l'heure, des langues régionales, voilà. On sent qu'on est en train de sortir de ce débat. Oui, et c'est aussi sortir aussi de l'image du repli sur soi. L'argument qui consiste à dire que sous prétexte que nous parlons niçois, que nous aimons notre terroir, le mot terroir me paraît bien choisi, nous serions de dangereux identitaires ou bien repliés sur nous-mêmes, me paraît une aberration. Je crois au contraire, et c'est maintenant admis assez largement, je crois vraiment que plus nous connaissons ce que nous sommes, plus nous connaissons nos racines, notre identité et ce que nous avons été, par exemple notre langue, mieux nous sommes capables d'aller vers l'autre. Et à ce titre-là, je crois que le travail que nous faisons théâtralement, nous nous ouvrons aux jeunes, nous nous ouvrons à ceux qui ne parlent pas parfaitement niçois, nous essayons d'amener des gens qui ne parlent pas niçois mais qui ont une connaissance des langues latines, et bien tout simplement, je crois qu'on fait preuve d'ouverture. Les projets du théâtre niçois de Francis Gag, vous serez de retour sur les planches en décembre, je crois, au théâtre Francis Gag. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, savoir ce qui se prépare, ce qui se trame ? Eh bien, nous avons tradition depuis une quinzaine d'années de jouer au mois de décembre des pièces de Francis Gag, c'est-à-dire nous reprenons le répertoire traditionnel. Simplement, cette année, nous allons innover un petit peu, puisque nous reprenons des inédits de Francis Gag au travers de ses pastrouilles. Les pastrouilles étaient les émissions de radio que faisait ce personnage emblématique de Tante Victorine. Et nous allons travailler à écrire cet été, pour pouvoir commencer en septembre, une pièce qui reprendra des inédits
dans ses sketchs et aussi dans des piécettes. Et cette pièce s'appellera « L'amour est une longue patience ». Voilà, pas besoin de traduire pour le coup. Pas pour moi, non. Non, mais pas pour vous, mais les téléspectateurs non plus, parce que pas. là, c'était quand même relativement transparent comme terme, comme expression. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de la quinzaine des théâtres Oui. Parce que ça, c'est aussi, j'allais dire un festival, mais en tout cas un vrai moment clé, parce que toute la ville y est associée, et pas uniquement les lieux municipaux, justement. Il y a aussi les troupes amateurs, les lieux privés. C'est la grande fête du théâtre à Nice. C'est au début de l'automne, il me semble. Oui, c'est ça, en octobre. Nous avions, dès le deuxième mandat de Christian Estrosi, il m'a demandé de créer ce festival. Et le principe, ça a été de mettre en valeur les lieux, de faire découvrir aux Niçois des lieux qu'ils ne connaissaient pas, et d'aider les théâtres à acquérir la visibilité qui leur manque parfois, et donc de mettre en lumière les troupes qui y jouent. Donc nous avons travaillé avec tous les théâtres de la ville, 23 y ont pris part l'année dernière, ce sera vraisemblablement la même chose cette année. Du 10 au 23 octobre, nous allons mettre en lumière toute la programmation de tous les théâtres de la ville, programmation de théâtre comique, dramatique, toutes les formes d'art vivant ont leur place dans cette quinzaine des théâtres du 10 au 23 octobre. Un mot sur le Petit Palais, qui est le projet porté par Francis Huster et Steve Suissa dans l'actuel théâtre de la photographie et de l'image. Avant de parler du fond, un mot de la forme. Comment vous vivez le débat autour du déménagement, du théâtre de la photographie et de l'image, les pétitions qui circulent? Vous comprenez les inquiétudes? Je comprends les inquiétudes. Je comprends aussi que lorsqu'il s'est agi d'installer le TPI, boulevard du Bouchage, eh bien, ça a créé des inquiétudes aussi. Donc je crois qu'il appartient aux politiques que nous sommes d'apaiser les inquiétudes, d'expliquer, de rassurer et de faire œuvre de pédagogie. C'est un bon choix, l'actuelle Fondation Ferrero, place Pierre-Gauthier dans le Vieux-Nice pour replacer le TPI. J'en suis convaincu. Oui. Ça va lui donner une visibilité accrue. Ça va lui donner un lieu, je crois, parfaitement adapté aussi. Et de ce que j'ai pu entendre autour de moi, je crois que les inquiétudes commencent à s'apaiser. Donc le Petit Palais, c'est un projet, j'allais dire hybride, parce qu'il mêle plusieurs ambitions. Le projet de Francis Huster, d'abord, cet esprit de troupe, recruter chaque année une soixantaine de comédiens qui n'ont aucune expérience, les former, les associer à des comédiens un petit peu plus aguerris, et de créer comme ça autour d'une émulation, autour de pièces, de spectacles, dans ce lieu qui sera à la fois aussi un lieu de spectacle, évidemment. Oui. Ça m'inspire deux choses. La première, c'est que un lieu qui n'était plus un théâtre, parce que je vous parlais du Petit Palais, mais c'était le théâtre de l'artistique, redevient un théâtre, un lieu d'expression artistique, dramatique. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que tout ce qui peut donner de la visibilité à Nice, tout ce qui peut démontrer que Nice est une terre de théâtre, est pertinent et légitime. Le fait d'amener une personnalité, d'accueillir une personnalité comme Francis Huster, accompagné de Steve Suissa à Nice, est à mon avis un élément un signal fort de volonté politique de valoriser le théâtre. Et si vous me permettez, je vais un petit peu plus loin, puisque nous allons, dès cet été, créer un pôle qui s'appellera le pôle Nice Théâtre Art Vivant, qui va donc être destiné à la valorisation du théâtre, au soutien aux troupes, soutien au théâtre, soutien aux professionnels, soutien aux amateurs, au sein même du théâtre Francis Gag. Et je crois que la municipalité a l'intention aussi d'œuvrer dans les métiers du théâtre, c'est-à-dire de mettre en lien les établissements scolaires, le pôle emploi, pour former au métier de régisseur, au métier de comédien, au métier du costume. Et pour diffuser de l'information, le rôle que je veux donner à ce nouveau pôle, c'est un rôle d'information, un rôle de formation, un rôle de fédération, puisque nous serons fédérateurs entre différents services, un rôle de mise en relation avec l'Office de tourisme, avec la Diacosmie, avec l'Opéra, avec les théâtres municipaux, avec tout ce qui peut contribuer à valoriser et à donner à l'art vivant et au théâtre la place qui est la leur. Nice est la 5e ville de France. Nice est une place qui doit tenir son rang en matière de théâtre. La langue niçoise, c'est aussi dans vos délégations, dans votre délégation. Elle se porte plutôt bien, cette langue niçoise, dans l'Académie de Nice, puisque je regardais les chiffres. Uniquement dans les collèges et les lycées, 2500 élèves apprennent le niçois.
On ne compte pas les classes bilingues qui sont ouvertes dans les écoles maternelles et les écoles primaires de la ville de Nice. Oui. Et on ne compte pas non plus les élèves qui sont étudiants à l'université, Bien puisqu'on sûr. peut étudier jusqu'au master. Oui. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des langues mortes, des langues régionales, mais dans notre cas, dans notre académie, elles sont très vivaces. Elle est très vivace, cette langue nissarde. Nissarde. Nissarde, pardon. Vous voyez comme quoi. Mais nissarde, c'est en français, non? Non, Nissarde, c'est comme si vous disiez English English. ou italiano. Voilà. Si vous dites Nissarde au féminin, c'est Nissarde, comme Nissarda. J'aurais pris Excusez-moi, c'est le non, prof, mais je vous en prie, vous êtes là pour qui ça. revient là. Mais vous êtes là pour ça. Que disions-nous? Qu'elle était vivace, cette Oui. langue nissarde. Oui, et mon grand-père me racontait que lorsqu'il était enfant, on lui interdisait de parler niçois. Et je trouve qu'entre 1900, date de naissance de mon grand-père, 1951, loi d'Exxon, qui revalorise les langues régionales dans l'enseignement national, et la situation d'aujourd'hui, je crois que les choses ont beaucoup évolué. On ne méprise plus les langues régionales, on les valorise, on fait en sorte qu'elles puissent être enseignées au titre de véritable ancrage, de véritable patrimoine immatériel, et qu'on trouve ça de la maternelle à l'université, je crois qu'on ne peut que s'en réjouir. Alors il me reste une minute, un petit peu plus, pour vous poser une dernière question. On n'a pas eu le temps de parler de la maison Francine Gag et de Nice Label, mais sachez que ça existe, cette maison et cette association qui sont aussi très impliquées. Voilà, on découvre tout de même quelques images, notamment autour image un peu ancienne parce qu'elle a été largement rénovée. Elle a été, voilà, on y était au moment où on a présenté les travaux qui allaient y avoir à l'intérieur. Absolument. Voilà, et donc très investi sur le patrimoine, le folklore aussi, parce que ça, il faut en parler. On a aussi des danses traditionnelles, des musiques traditionnelles ici, dans le côté de Nice. Un mot, allez, un mot. Un mot, là encore, souvent le mot folklore a été galvaudé. Galvaudé, exactement. Mais dans l'étymologie de folklore, il y a le peuple. Et tout ce qui relève de la tradition populaire me paraît légitime et respectable. Et à ce titre-là, le travail que fait Nice Label, présidé désormais par Stan et Sylviane Palomba, va précisément dans le sens de ce qu'a voulu le fondateur, c'est-à-dire Francis Gag, respecter notre culture, nos traditions, nos danses, nos chants. On conclut avec le Nice Jazz Festival quand même, parce que on parlait tout à l'heure d'Ernest Pignon-Ernest, on a le Festival du Livre, et puis ensuite on arrive vers le Nice Jazz Festival, qui sont des événements à portée nationale, internationale. Une belle édition encore qui se profile, du 16 au 20 juillet prochain. Vous suivrez tout ça sur Azur TV. Oui, du 16 au 20 juillet, une belle édition. Il y a aussi le Jazz Off, bien sûr. Et ce qui me paraît fondamental, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça concerne les Niçois et ça concerne les touristes. Donc ça veut dire beaucoup de monde, et donc ça veut dire une visibilité accrue pour la ville de Nice. Et c'est la démonstration que nous avons la capacité à organiser à Nice des événements majeurs. Voilà, et puis ce sera évidemment, comme chaque année, sur Azur TV, ce Nice Jazz Festival 2016, avec de très grands artistes. Je pense notamment à Mélodie Gardot, à Youssou N'Dour, Massive Attack notamment, Ibrahim Malouf, Robert Plante. Enfin voilà, ça parle à tous les amateurs de musique. Merci beaucoup Jean-Luc Gag d'être venu sur le plateau de Face à Face. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet, le www.azur-tv.fr, et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Face à Face de la saison.